I get one more, right? Still gotta finish this. Oh wow. Performance anxiety. You guys film that, right? Come on, miss, that's a three. Shit. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films spécial Hollywood, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la Awards Season. Cette semaine, on va parler de campagne. Non, malheureusement, pas la campagne paisible du Comminges avec les chèvres, les bruits de tondeuse, le chant des oiseaux, les petits ruisseaux et le temps qui s'étire. Putain, j'ai vraiment besoin de vacances. Non, dans cet épisode, on va parler d'une campagne beaucoup plus chic et beaucoup plus stressante, à savoir celle des Oscars. Le petit son que vous avez entendu au début de cet épisode, c'est moi qui joue au bowling avec Timothée Chalamet dans le superbe bowling privé d'un luxueux hôtel hollywoodien. Vous vous demandez sans doute comment je me suis retrouvée là. Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Vous le savez sans doute, je suis membre des Golden Globes et je vote pour la cérémonie de remise de prix américaine. Et tous les ans, pendant la saison des Awards, les films pressentis pour remporter des trophées sortent le grand jeu pour convaincre les votants comme moi. En novembre dernier, alors que la campagne battait son plein, j'ai donc décidé d'aller, à mes frais je précise, observer de plus près ces petites sauteries hollywoodiennes qui rythment la course aux Oscars. Mais en fait, ça veut dire quoi exactement faire campagne pour une récompense ? Comment est-ce qu'on distingue les acteurs vraiment sympas de ceux qui font semblant ? Ça fait quoi d'être nommé aux Golden Globes et aux Oscars ? Et comment survivre à des mois intenses de tournées médiatiques, de conversations faux cul et de serrage de main à l'infini ? Aujourd'hui, je vous propose de répondre à toutes ces questions et en plus de Timothée Chalamet, vous pourrez aussi et surtout entendre Hugo Bienvenu, le réalisateur d'Arco, qui est nommé cette année à l'Oscar du meilleur film d'animation. J'ai pu le rencontrer à Los Angeles en janvier, juste avant les Golden Globes, et il m'a parlé sans aucune langue de bois de cette folle expérience de campagne hollywoodienne. C'est bien connu, aux Oscars, c'est rarement le meilleur film qui gagne le prix du meilleur film. Si les cérémonies de remise de prix récompensaient toujours les chefs-d'œuvre, en fait, Shining, Blade Runner, Mes meilleurs amis ou encore La revanche d'une blonde auraient un Oscar. Here's Johnny. Non, ce qui permet vraiment à un film ou un acteur de remporter un Oscar, ce n'est pas la qualité de son travail, c'est sa campagne. Alors ça tient à quoi une bonne campagne ? À tout un tas de choses comme des interviews bien calculées, un casting particulièrement sympa et charismatique, une série de discours incroyables aux Golden Globes ou au BAFTA, des tenues remarquables sur le tapis rouge, des anecdotes personnelles touchantes ou hilarantes, des goodies bien déployés ou encore un cinéaste qui sait mettre l'ambiance en soirée. C'est sans doute un peu triste, mais pour gagner un Oscar, la plupart du temps, il faut surtout être très fort en lobbying. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il y a toute une industrie qui se focalise entièrement sur la saison des Awards. Elle est constituée de publicistes, de stratégistes, d'agents d'image et de stylistes qui vont méticuleusement fabriquer le récit qui entoure leurs clients. Pour bien positionner un film ou un acteur dans la campagne, on réfléchit à tout. La date de sortie du film, sa présence dans un festival plutôt qu'un autre, en compétition ou hors compétition, etc., etc. On va chercher des poches de votants auxquels les autres n'avaient pas forcément pensé. On essaye de convaincre de manière stratégique les bonnes personnes qui iront ensuite répandre la bonne parole. C'est pour ça que les cérémonies précurseurs qui se tiennent en janvier, comme celle des Critics' Choice et des Golden Globes, sont très importantes. Parce que si ces petits groupes de critiques votent en premier pour un film ou une performance, peut-être que les autres seront inspirés pour les suivre. Une campagne aux Oscars, en fait, c'est un peu comme une campagne politique et ça va encore plus loin. Les meilleurs attachés de presse, qui sont toujours extrêmement sympas, vont même faire un peu l'équivalent du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'ils viennent vous voir, ils papotent de manière informelle, parfois ils vous invitent à déjeuner et ils vous soufflent « La performance de telle actrice était quand même sacrément incroyable, non ? T'en penses quoi ?» Évidemment, personne n'est dupe, on sait ce qu'ils sont en train de faire. Mais au moment du vote, si une performance ou un film nous avait auparavant échappé, ça peut faire la différence et ils le savent très bien. Et puis, évidemment, une campagne, ça tient aussi aux sommes d'argent dépensées. L'année dernière, par exemple, c'est Anora qui a gagné l'Oscar du meilleur film, un petit film indépendant de Sean Baker, certes, mais qui a tout de même dépensé 18 millions de dollars rien que pour la campagne, soit 3 fois le budget du film lui-même. Donc s'ils ont gagné, c'est pas un hasard.
Alors concrètement, comment ça se passe ? Moi, pour les Golden Globes, tous les ans, je reçois une tonne de mails qui m'invitent à voir les films en lice sur la plateforme dédiée. Or, chaque mail envoyé par les studios est payant. Ça coûte $1000, vous pouvez trouver tous les détails sur les guidelines des Golden Globes qui sont disponibles en ligne, et forcément, ça va favoriser ceux qui ont le plus gros budget. Pour certains films, je ne vais recevoir que le premier mail qui fait partie du package global qu'ils achètent quand ils soumettent leur film dans la compétition. Mais pour d'autres films, et notamment les films Netflix, je suis inondée de mails. Alors, être méga spammé ne va pas forcément changer mon avis sur les films, mais ils peuvent m'avoir à l'usure. Si j'ai toujours pas regardé le film qu'ils défendent, à force de recevoir 18, 20, 40 mails, je vais peut-être aller y jeter un coup d'œil. La campagne, ça ne passe évidemment pas que par des mails, mais aussi par plein d'autres petites attentions, surtout à Los Angeles et maintenant aussi dans plein d'autres grandes villes, puisque les Golden Globes sont un corps de votants international. On reçoit par exemple des vidéos d'acteurs qui nous souhaitent de bonnes fêtes. Et aussi et surtout plein de cadeaux, pas trop onéreux parce que c'est interdit, mais pour vous donner une idée, rien que pour cette campagne 2025-2026, j'ai reçu des beaux livres qui retracent la création d'un film, des scénarios édités dans des versions absolument sublimes, des vinyles de bande-son et des goodies en tout genre comme des t-shirts, des stylos, des trousses, des posters, des casquettes, des bougies, du shampoing, un pull, un plaid, des chaussons. En fait, voter aux Golden Globes, c'est aussi accepter de devenir femme sandwich. Même si généralement, comme on reçoit beaucoup de cadeaux, on a tendance à plutôt les distribuer aux amis qui sont cinéphiles. Et j'ai un confrère que je ne nommerai pas, mais qui en reçoit tellement pendant la saison qu'il a un espace dédié dans son salon et il appelle ça la table des horreurs. Je pense qu'il ferait un carton au vide-grenier du dimanche. Et enfin, pour la partie la plus glamour, il faut savoir que pour convaincre les votants, les studios organisent aussi tout un tas de réceptions et de repas très chics, avec de délicieux buffets, open bar et surtout la possibilité de rencontrer l'équipe du film et d'échanger quelques mots avec les stars. Parmi les événements les plus inventifs auxquels j'ai assisté, notamment à Los Angeles, cette fameuse semaine de novembre, il y a eu le DJ set de Kang Ding-rae et Oliver Lache, respectivement compositeurs et réalisateurs de Sirat, dans un club de Los Angeles. C'était incroyable. Il y a aussi eu les avant-premières délirantes de Zootopie 2 et de Wake Up Dead Man, le nouveau film de Rian Johnson. Je vous en avais parlé dans un autre hors-série de ce podcast. Et en quelques jours là-bas, j'ai papoté avec Leonardo DiCaprio, Dakota Johnson, Tiana Taylor, Kate Winslet, Benicio del Toro, Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Paul Thomas Anderson, Emma Stone, Ed Sheeran. Bref, ça donne un petit peu le tournis et comme on est sur le point de voter, ils sont tous hyper sympas avec nous. On sait que c'est faux cul, mais on peut pas s'empêcher d'être flatté quand ils s'intéressent un peu à nous. Et c'est aussi dans le cadre de ces réceptions que je me suis retrouvée à faire du bowling avec Timothée Chalamet lors d'une journée de presse réservée à quelques dizaines de votants des Golden Globes uniquement. Ça a commencé avec le petit-déj le matin, pendant lequel j'ai récupéré une boîte de céréales à l'effigie de Timmy et j'ai mangé un bagel à la table du réalisateur Josh Safdie. Le seul truc pertinent que j'ai trouvé à lui dire, c'était que j'avais fait ping-pong au bac de PS, je ne sais pas pourquoi. Et après ça, j'ai pu participer à plusieurs heures de conférences de presse avec le réalisateur, le scénariste et tous les principaux membres du casting. Timothée Chalamet, donc, bonjour. Bonjour, salut. Mais aussi Gwyneth Paltrow et Odessa Ozayon. Juste après ça, on s'est rendu au bowling de l'hôtel pour le déjeuner, où se tenait évidemment un open bar et où l'on pouvait piocher dans des saladiers remplis de balles de ping-pong orange, comme dans le film. C'était une rencontre informelle qui a duré assez longtemps. Perso, j'en ai profité pour parler à Ronnie Bronstein, le scénariste, et Odessa Ozayon, qui m'a complimenté sur mes cheveux, et venant d'elle, je l'ai très bien pris. Et puis Timothée Chalamet, qui jouait au bowling avec nous, s'est montré extrêmement charmant. Il a vraiment joué le jeu à fond, il papotait, il est resté longtemps et extrêmement présent. Et il s'est sans doute assuré un très bon début de campagne en faisant ça, même si, comme on l'a vu dans l'épisode précédent du podcast, sa victoire en ce moment semble un petit peu moins sûre. Je vous le disais dans l'épisode précédent, dans une campagne, il faut avoir un narrative, c'est-à-dire un récit, un message fort pour lequel un membre de l'Académie va avoir envie de voter. Ça peut être, par exemple, le fait qu'un réalisateur n'a jamais été récompensé et qu'il est enfin temps de le reconnaître à sa juste valeur. Cette année, c'est pour ça que c'est sans doute Paul Thomas Anderson qui gagnera l'Oscar du meilleur réalisateur, et c'était le cas de Christopher Nolan il y a 2 ans avec Oppenheimer. Ça peut aussi être le fait qu'un acteur fait son comeback après avoir été maltraité ou ignoré par l'industrie pendant des années. C'était le cas avec Brendan Fraser pour The Whale en 2023, ou pour Michelle Yeoh qui était dans Everything Everywhere All at Once. Ça peut aussi être le fait qu'un film se veut rassembleur, comme Green Book. Ça peut aussi être le petit projet indépendant qui a du cœur et qui arrive à faire encore mieux que les gros studios, comme Everything Everywhere All at Once en 2022, qui a gagné l'Oscar du meilleur film à la surprise de tout le monde. Et à l'inverse, si quelqu'un ne joue pas le jeu de la campagne ou en fait des caisses, ça peut se retourner contre lui. Et c'est pour ça que Timothée Chalamet va peut-être perdre dans quelques jours. Tout ça peut vous sembler complètement délirant et salé, mais il faut savoir que ça vient pas de nulle part.
En fait, je ne peux pas vous parler des campagnes aux Oscars sans parler d'un certain producteur aussi puissant que néfaste dans l'histoire contemporaine d'Hollywood. Et ce producteur, c'est Harvey Weinstein, qui est actuellement en prison puisqu'il a été condamné pour viol. Dans les années 80-90, Weinstein était propriétaire de Miramax, un studio qui distribuait des films indépendants. Et pour se faire remarquer dans l'écosystème hollywoodien face aux plus gros projets, il fallait que ces films gagnent des prix. Et pour ça, il a estimé que tous les coups étaient permis. En fait, avant Weinstein, les films se contentaient de campagnes entre guillemets traditionnelles à base d'interviews dans les médias et de publicités bien déployées. Mais le producteur, lui, a décidé de tester les limites du système. Par exemple, demander explicitement à un membre de voter pour son film, c'est interdit, certes. Mais ce qui n'est pas interdit, c'est d'appeler les votants avec autant d'insistance qu'un scam au CPF pour leur demander s'ils ont vu le film et ce qu'ils en ont pensé. Et donc ça, c'est ce que les employés de Weinstein faisaient. Lui et sa boîte étaient très connus pour faire du harcèlement téléphonique. Et puis, ils se renseignaient sur tous les membres de l'académie pour mieux les cibler. Donc par exemple, s'il y avait 3 membres de l'académie qui vivaient à Santa Fe, Harvey Weinstein organisait une projection du film à Santa Fe pour ces 3 personnes. Et ça reste encore la première règle aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que le plus de gens possible aient vu le film. On ne peut pas forcément les forcer à avoir aimé, mais on peut un petit peu les forcer à le regarder. C'est aussi Weinstein qui s'est mis à créer des coups de pub vaguement liés au film. Par exemple, en 1990, pour My Left Foot, un film sur un homme qui est atteint de paralysie cérébrale, Weinstein avait fait venir l'acteur Daniel Day-Lewis à Washington pour exprimer son soutien envers un projet de loi anti-discrimination. Et donc l'objectif était très clair, c'était de faire porter au film un message ou une cause qui aille au-delà du projet lui-même. Mais l'exemple le plus connu, c'est celui de Shakespeare in Love, qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 1999, face à Il faut sauver le soldat Ryan, qui était considéré comme le favori. And the Oscar goes to Shakespeare in Love. Ce qui s'est passé, en partie, c'est que Weinstein a réussi à convaincre des journalistes d'écrire que le soldat Ryan n'était bien que pendant les premières 25 minutes, qui était certes très impressionnante, mais que le reste du film ne valait vraiment pas la peine. C'est une idée qui s'est répandue tout au long de la campagne qui était de plus en plus tendue jusqu'à ce que Shakespeare in Love finisse par l'emporter. Et d'ailleurs, Gwyneth Paltrow, qui joue dans le film et qui a été impliquée dans cette campagne à l'époque, a fait partie des premières actrices à témoigner contre Harvey Weinstein au moment de l'affaire MeToo. Après cette victoire inattendue, beaucoup de gens à Hollywood étaient écœurés, mais dès l'année d'après, ils se sont mis à imiter les méthodes Weinstein. Et aujourd'hui, même si de nouvelles règles ont été créées pour essayer de limiter au maximum ce genre de triche, la campagne aux Oscars reste un vrai cirque où les grandes stratégies et les petites manipulations vont bon train. Tout ça pour dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et dans les médias pendant cette période, surtout dans les semaines qui vont mener jusqu'aux Oscars, doit être pris avec un petit grain de sel. Ça ne veut pas dire que les informations que vous voyez sont fausses, mais juste qu'elles sortent à des moments qui sont parfois très calculés par les personnes qui vont essayer de les faire sortir. Vous avez peut-être vu ces derniers jours qu'une interview de Timothée Chalamet a fait un bad buzz sur les réseaux sociaux et auprès des médias et des institutions culturelles, puisque c'était une interview dans laquelle il disait que plus personne ne se préoccupait de l'opéra et du ballet. C'est une interview qui a été réalisée il y a plusieurs semaines, mais en ce moment elle est reprise partout alors qu'on est à quelques jours des Oscars. C'est certainement pas anodin. Évidemment, Timothée Chalamet a dit ce qu'il a dit, mais la manière dont ça peut être récupéré dans un moment aussi critique, ça mérite d'être analysé. Ce qu'il faut retenir, c'est que le soir des Oscars, les gens que vous verrez monter sur scène ne seront pas uniquement récompensés pour la qualité de leur travail, même si cette année, les nommés sont tous excellents, et honnêtement, c'est assez rare, mais ce sera aussi pour l'accumulation de tous ces petits détails depuis plusieurs mois. À la fois la manière dont ils se sont comportés avec les votants, à la fois ce qu'ils ont porté sur le tapis rouge. Je pense par exemple à Teyana Taylor, qui est absolument sublime à chaque fois qu'elle fait une apparition publique, et qui est pressentie pour peut-être remporter l'Oscar du meilleur rôle secondaire féminin. Michael B. Jordan vient de faire de très beaux discours dans des cérémonies de remise de prix qui ont eu lieu juste avant la clôture des votes des Oscars. Ça a pu aussi jouer en sa faveur. Et quelque chose d'aussi anodin qu'une apparition dans Hot Ones ou une déclaration un petit peu polémique peut totalement faire basculer la course. Et ce qui est certain, si vous avez suivi un tout petit peu le procès qui concerne Justin Baldoni et Blake Lively, par exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, la manipulation de la réputation des célébrités avec ce qui apparaît sur les réseaux sociaux et même avec des faux posts de fans est beaucoup plus répandue que ce qu'on peut soupçonner. Et donc, il faut être très vigilant sur ce qui se passe en ce moment. Et donc, la leçon, comme pour tout dans la vie, c'est qu'il ne faut faire confiance à personne. À part à moi et à ce podcast. And the Golden Globe goes to... And the Golden Globe goes to... And the Oscar goes to... The Oscar goes to... And the Oscar...
Dans la saison des Awards, une campagne, ça démarre généralement à l'automne, après les derniers gros festivals de l'été, comme la Mostra ou Toronto, même si cette année, je peux vous dire qu'il y a déjà certains films en campagne pour l'année prochaine, mais on en reparlera. Et ça se termine à la mi-mars, au moment des Oscars. Pour les équipes du film en lice, ça va donc représenter de longs mois qui ressemblent un peu à une tournée, puisqu'on enchaîne les pays, les villes, les apparitions médiatiques, et qu'on martèle le même message ad nauseam en essayant de convaincre les gens de voter pour notre film. Ça nécessite d'être très endurant et de surveiller ce qu'on dit puisqu'on est tout le temps en représentation. Et je me suis toujours demandé comment ça se passait de l'autre côté. Ça tombe bien, en janvier, je suis retournée à Los Angeles juste avant la cérémonie des Golden Globes et j'ai eu l'occasion de rencontrer Hugo Bienvenu, le réalisateur français d'Arco. T'es qui, toi? Mickey? Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où? Son film, dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans le podcast, a d'abord été présenté à Cannes en 2025, avant de remporter le prix le plus prestigieux au Festival d'Annecy. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Il a été nommé aux Golden Globes, au BAFTA, au César, où il a remporté le prix du meilleur film d'animation. Et il est désormais en lice pour la dernière étape, l'Oscar du meilleur film d'animation. Son film a bénéficié du soutien de Nathalie Portman, qui en est la productrice, et il est distribué par Néon, qui se démarque de plus en plus depuis quelques années pour leur campagne inventive et efficace. Anora, par exemple, c'était eux. La soirée Sirat dans un club de Los Angeles, c'était eux aussi. J'ai eu l'occasion de parler longtemps avec Hugo Bienvenu, plus d'une heure, ce qui est vraiment rare pour ce genre d'exercice. Et ce qui m'a tout de suite semblé évident, c'est qu'il n'était pas du tout formaté, contrairement à beaucoup de gens que j'ai croisés au fil de cette campagne. À un moment, il m'a même dit de couper un truc qu'il venait de dire parce que ça faisait trop stratégique. C'est tout à son honneur, même si peut-être que dire qu'on ne veut pas être stratégique, c'est aussi une stratégie. Bon, vous voyez, à force de trop traîner à Hollywood, j'ai le cerveau totalement matrixé. Bref, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. En tout cas, après avoir côtoyé beaucoup de stars anglo-saxonnes en campagne et passé une grosse partie de ces séjours à Los Angeles à serrer des mains à des gens qui ne se souviendraient jamais de moi, j'ai trouvé notre échange assez rafraîchissant. Et comme toute interview, celle que vous allez entendre a été évidemment montée et condensée, mais j'avais envie de garder le plus de matière brute possible pour honorer le temps qu'il m'a accordé et aussi son anticonformisme. Et parce que vous allez l'entendre, c'est très intéressant. Bonjour Hugo. Bonjour. Ça fait quoi d'être nommé aux Golden Globes pour son premier long métrage? C'est un peu bizarre parce que je m'attendais à rien. Du coup, ça arrive et puis il faut laisser les fesses faire, comme dit Pumba dans Le Roi Lion. Je crois qu'il faut pas trop y penser. C'est dans quelques jours la cérémonie, c'est stressant ou pas du tout? Moi, ce qui me stresse, c'est plus d'être devant des gens. Du coup, tant que je suis assis à ma table, c'est pas... Et puis, en plus, maintenant, ça fait quelques mois qu'on est en campagne, donc ça fait 4 mois que je fais des cérémonies, donc j'ai aussi rencontré des gens que je croise, enfin, tous les gens qui sont en compétition sur les différents films, et donc j'ai rencontré pas mal de réalisateurs et de réalisatrices à qui je parle et avec qui c'est devenu agréable de parler et naturel. Du coup, c'est chouette. Par exemple, la réalisatrice de Left Hand Girl, voilà, des gens comme ça où vraiment, on s'est mis à parler, c'était super sympa. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on se voit, on est très contents. Puis Sirat, les gens aussi que représente Neon sur la campagne, qu'on croise vraiment pour le coup tout le temps. Ça fait comme une petite famille de colonies de vacances, quoi, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Alors justement, je voulais qu'on parle de la campagne. À quel moment tu as la première discussion où tu comprends qu'il va falloir faire campagne pour ce film? Alors moi, je n'avais pas très bien compris, parce que moi, je viens de l'anime. L'animation, c'est quand même un milieu qui est en retrait, qui est moins mis en lumière. Et puis, on est indé, on est européen. Ma femme m'a dit que j'étais un peu bête parce que clairement, elle savait que ça se passerait comme ça. Moi, j'avais vraiment pas compris. Moi, je pensais qu'après Annecy, c'est bon, j'aurais fait le travail, quoi. Et en fait, non, c'était vraiment même pas le début, quoi. Donc, c'est un mélange de plein de choses. C'est à la fois génial pour le film. Je suis trop content. Ça a été très difficile de convaincre le monde qu'il devait exister. On nous a quand même dit beaucoup que le film n'existerait pas. Et de voir qu'il marche et qu'il a été vendu partout dans le monde et qu'il va trouver son public. Et alors, les conversations avec Néon, elles ressemblaient à quoi, justement, sur la campagne? Est-ce que vous parlez stratégie? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est établi en mode on va faire telle date, tel truc, tel événement, il faut que tu serres des mains à tant de personnes? Enfin, à quoi ça ressemble de ce côté-là? C'est bizarre parce que c'est un mélange d'ultra-organisation et de foutoir total. En fait, il y a des choses qui sont organisées
Et en fait, des fois, il faut faire des choses en plus au dernier moment parce que il y a une possibilité. Et en fait, du coup, c'est très dur à prévoir. C'est très dur à prévoir et du coup, c'est très dur à organiser. Et du coup, c'est très dur pour les familles. Moi, c'est très dur pour ma famille en ce moment parce qu'en fait, on n'arrive pas à savoir quand est-ce que je suis à la maison, quand est-ce que je suis pas à la maison, quand est-ce que... Moi, j'ai 2 enfants qui sont nés pendant que j'ai fait le film. Donc, déjà, c'était un gros sujet. Et en plus, maintenant, je suis quand même rarement à la maison. Donc ça, c'est aussi un truc, c'est que j'ai quand même fait un film où ça parle de ça. Ça parle de l'absence, des parents absents. Et j'ai un peu l'impression de m'être jeté un propre sort à moi-même. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement exaltantes. Et de l'autre côté, un peu moins. Donc là, ça fait 4 mois que vous êtes en campagne, c'est ça ? Ouais. Et on va imaginer que ça va se poursuivre pendant encore 3 mois, jusqu'aux j'espère Oscars pas, en mars. J'espère un mois et demi. Enfin, justement, ouais, voilà, 2 mois maximum. Bon, après, je rends la serviette. Enfin, en tout cas, moi, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est d'être derrière ma table, c'est d'être en train d'écrire, en train de dessiner et pas en train de faire le mariole. Quand je dis le mariole, c'est pas exactement ça, parce que ça a beaucoup d'implications, ça fait aussi partie du travail. C'est juste que moi, je connaissais pas cette partie du travail-là. C'est comme une campagne présidentielle, mais voilà. Faut serrer beaucoup de mains. Faut serrer beaucoup de mains, faut être présent, faut être visible, faut expliquer tout ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est pas mal parce que ça permet de faire une sorte de bilan géant de toute l'expérience. Je pense qu'il y a des personnes, et peut-être que je suis de celles-là, que ça entame, tout ça entame un petit peu le fait de refaire un projet. Parce que c'est tellement lourd et qu'on voit tellement justement l'envers du décor et les affects humains et tout ça. Et puis en plus, vu qu'on prend beaucoup la lumière, il y a de la jalousie aussi qui naît. Et donc on se retrouve assez isolé en fait. Donc c'est génial pour le film, c'est génial pour tous les gens qui ont cru dans le film, c'est génial pour les équipes qui m'ont accompagné, c'est génial pour ma carrière aussi, je faut pas se mentir, mais je vois aussi des travers auxquels il faut être très vigilant. Et moi, il y a qu'une seule chose qui compte pour moi, c'est de continuer à faire mon travail. C'est ce que j'aime le plus au monde, avec mes enfants et ma femme. Mais j'espère que ça n'abîmera pas ça. C'est quoi les travers à éviter justement dans ce parcours ? Principalement, c'est quand même que ça développe beaucoup de jalousie. Enfin, les rapports changent, les amitiés changent. Je vois plus mes amis, à part mon associé, mais ça isole. Ça isole beaucoup. Voilà, et même mes techniciens. Ouais. Mes techniciens, mes techniciennes, enfin, les gens avec qui je travaille au quotidien, je sens que le rapport a changé. Et moi, j'ai un rapport très amical, pas hiérarchique. Tout le monde est un peu au même niveau et je sens que la parole est plus la même et plus aussi naturelle qu'avant. Ah ouais. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que moi, ce que j'aime, c'est que les gens avec qui je travaille, ils me parlent comme... voilà. Bon, il y a évidemment toute la machine promotionnelle, les festivals, tout ça, mais il y a aussi un côté très spécifique avec les États-Unis, Los Angeles, les Golden Globes. Enfin, moi, je trouve ça assez délirant en étant un petit peu témoin de ça depuis quelques années. Comment est-ce que vous vivez ça en arrivant à Los Angeles et en voyant là tout ce qui se prépare, tous les cocktails, les réceptions? Il y a un sens de la cérémonie, il y a un sens de scander la vie et de donner au moment leur importance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, perdu. Ça, on l'a perdu un peu en France. On a enlevé l'importance au moment marquant de la vie. Et je pense que ça, c'est un peu un truc, pour le coup, qu'ici, ils savent faire. Et avec, même si c'est une dépense d'énergie énorme, en tout cas, ça permet de marquer le coup. Et je trouve que ça, ici, ils savent le faire de manière très, très différente. Ils ont le sens de la cérémonie, ils ont le sens du spectacle aussi. Ouais, voilà. Oui, les présentations d'ici, même des Critics' Choice, c'est quand même vraiment drôle. C'est un vrai spectacle. Même nous, quand on est dans la salle pendant 4 heures, on s'emmerde pas trop. Mais aussi, il y a un rapport à l'autre, il y a un rapport à la scène, il y a un rapport à l'humour, il y a un rapport qui est complètement différent. Il y a à l'exubérance aussi. C'est complètement. Nous, on est un peu plus emprunt, quoi. Ça se voit, même moi. Ouais. Il y a de l'alcool dans ces cérémonies ? Ouais, bien sûr. Parce que je sais qu'aux Golden Globes, il y en a, mais il y en a aussi dans les autres, Critics' Choice, tout ça. Okay. Ouais. Mais c'est pas le lieu le plus agréable pour boire. Bah ouais. Donc en fait, je crois que... Enfin, moi, en tout cas, je ne bois pas dans ces cérémonies parce que c'est pas le lieu, en fait. J'ai même pas envie d'être pompette, quoi. Mais aussi parce que le corps est très fatigué par les allers-retours, par les voyages, et puis parce que c'est tout le temps. Du coup, en fait, si tu bois, tu fatigues ton organisme et je pense que tu peux pas tenir la totalité sauf les gros organismes, les gens un peu solides. Moi, je suis assez frêle. Ouais. J'aime bien boire en dehors, un petit verre comme ça pour me détendre un peu, mais je bois presque pas en cérémonie. Ouais, en fait, on est dans un contexte qui est quand même un peu stressant aussi. Enfin, si jamais tu dois monter sur scène ou. Moi, je pense que je serais meilleur si j'ai bu, si je monte sur scène, que si je suis sobre. Mais. Ou rencontrer une idole. Je pense qu'avoir bu, ça aide aussi un peu à rencontrer une idole. Ok. Ça, c'est le côté fun de la campagne. Moi, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens
dont je regarde le travail depuis que je suis enfant, Steven Spielberg, enfin des gens comme ça, et c'est étonnant d'être confronté, d'échanger des mots avec des gens qui ont construit notre régime symbolique, c'est chouette. Donc, Vous vous êtes dit quoi avec Steven Spielberg? Bon, on s'est parlé 3 minutes, quoi. Il m'a demandé si c'était de l'animation traditionnelle. Quand je lui ai dit oui, c'est du dessin, c'est à la main, il m'a dit ok, je vais le regarder. Il l'a regardé, j'ai reçu un message, c'est chouette. C'est aussi, ça permet de faire regarder son film à Steven Spielberg, ça permet de faire un premier contact. Mais même Brady Corbet, que je connaissais d'avant, mais de le revoir à New York dans un autre cadre parce qu'il était venu à Paris, on s'était vu dans mon studio. Je sais pas, même Cuarón. Moi, j'ai grandi au Mexique, j'ai vu les films de Cuarón, on s'est retrouvés dans un bar à parler tous les deux. Enfin, voilà, ça crée aussi des dynamiques, des rencontres, des possibilités aussi, parce que ces personnes-là ont des envies, ont des projets, qu'elles connaissent tout le monde. Tiens, là, il y a Kléber qui est là. C'est des centrifugeuses, en fait. C'est des sortes de centrifugeuses où les gens peuvent se mélanger et s'agréger et faire des nouvelles soupes. Et ça donne des idées, du coup, de collaboration potentielle Pour l'instant, moi, non. Non, mais par exemple, j'ai parlé à Jacob Elordi et je connaissais pas trop son travail. Du coup, je m'y suis intéressé et je le trouve vraiment trop fort. Parce que moi, je pensais que c'était un corps, Jacob. Et en fait, il est aussi très intéressant. Dans Frankenstein, moi, je le trouve incroyable. Il réfléchit à ce qu'il fait, il fait pas le malin. Ouais, il est solide. Il est solide. Est-ce qu'il y a des déceptions aussi, des rencontres justement de gens que tu admirais ou qui sont très connus et en fait, une fois que tu les as croisés en soirée, tu dis ah. Ouais, mais je veux pas dire qui c'est parce que. Ouais, évidemment. Alors moi, j'ai été très choquée la dernière fois que je suis venue à Los Angeles pour voir un peu tous les événements Golden Globes par la culture de je fais la queue pour faire un selfie et serrer la main avec le réalisateur ou l'acteur. Tu as vécu ça de l'autre côté, j'imagine, avec des gens qui font la queue pour venir te saluer. J'ai une anecdote, moi, c'est que quand c'est les pauses là pour les pubs, en fait, tout d'un coup, tout le monde se lève. Par exemple, Tom Cruise veut parler à un tel, donc il se dirige vers un tel, mais un tel, lui, veut parler à je sais pas qui, et du coup, il se met à chasser quelqu'un, et il y a quelqu'un qui veut parler à Tom Cruise, mais Tom Cruise n'a pas envie de forcément parler. Et donc, en fait, ça fait une sorte de ballet un peu bizarre, de gens qui vont les uns vers les autres, mais c'est jamais la personne à qui on veut parler qui vient vers nous, et c'est jamais la personne... Enfin, voilà. Et donc, ça fait un ballet étrange. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça nulle part. Parce que ça fait un truc complètement erratique, c'est étonnant. Est-ce que tu arrives à avoir des échanges qui sont intéressants et profonds dans ce genre de circonstances, la réception du film où tout le monde vient dire bonjour pendant 30 secondes Je pense qu'il y a des gens qui l'ont. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le métier, et ben en fait, ils croisent leurs copains, et là, ils ont une vraie conversation, et je pense que parce qu'en fait, ils ont une conversation comme les nôtres dans notre vie, c'est-à-dire que tu croises quelqu'un dans la rue et tu fais « Ah !» et tu commences à parler rapidement de la famille et t'es un peu pressé, mais en même temps, ça t'a fait trop plaisir de voir la personne. Donc là, je pense que ça, c'est une vraie discussion, c'est quelque chose... Pour le reste, c'est quand même juste du small talk où les gens sont quand même assez gênés de se demander... Et en fait, ils se demandent des choses. Et par ailleurs, moi, j'ai quand même réussi 3 ou 4 fois à parler vraiment dans les entr'actes et de me dire... ouais, c'était sympa et on est allé ailleurs que juste dans du petit chat genre pas très intéressant. Mais là, tu parles de rencontres avec des gens soit connus, soit qui sont nommés comme toi dans certaines catégories. Oui, il y a que des gens qui sont nommés à chaque fois au Governor's Award, c'était que des gens qui potentiellement allaient être nommés au Golden Globe, ensuite au Golden Globe, c'est que des gens qui... vous êtes un peu sur un pied d'égalité, mais il doit aussi y avoir des événements, en tout cas moi j'ai assisté, vu que moi je ne suis pas ni connu ni cinéaste, j'ai été dans des réceptions où il y a aussi plein de gens qui sont comme moi et qui vont aller serrer des mains, dire bonjour, mais qui sont simples journalistes ou qui sont en voyage en fait à Los Angeles, qui se salut, moi je suis compositeur grec, je voulais vous dire bonjour, mais en fait toi tu n'as aucune idée de qui sont ces gens qui viennent te parler et te serrer des mains. Enfin, est-ce que ça t'est aussi arrivé ou... Ouais, ça arrive beaucoup. Moi je leur dirais, ne perdez pas votre temps et votre argent à venir faire ça, parce qu'en fait on est noyés. On est noyés, on rencontre... Moi je vois 500 visages par jour, 600... Je ne m'en rappellerai pas. Et pourtant, je fais attention. J'ai envie d'être bienveillant, mais je m'en souviendrai pas. Donc, t'es en train de me dire que quand j'ai revu Leonardo DiCaprio une deuxième fois et que je lui ai dit « Mais je vous ai vu la dernière fois à Los Angeles » et qu'il a dit « Ah oui », qu'il m'a menti, en fait. Sauf s'il a été capable de te ressortir ton nom et ce que tu faisais. Non, mais tu vois, quand on se voit comme ça et tout, plus de 10 minutes, on se souvient.
Sur la campagne, il y a un truc, surtout pour les films, on va dire, qui veulent gagner Best Picture, par exemple, aux Oscars, il y a ce truc du message. Quel est le message du film? Qu'est-ce qu'on doit retenir? En fait, chaque film doit un peu se vendre, trouver sa formule. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intervenu aussi avec Arco? Et à quoi ressemblent ces discussions-là avec Néon, de dire, nous, c'est, voilà, ce film-là, par rapport au reste de la compétition, aux autres films qui sont dans la catégorie meilleur film d'animation, comment on le vend, comment on le market, comment on le met en avant? Oui, il y a des discussions stratégiques. Moi, j'ai jamais réussi à faire des éléments de langage. Chaque interview est différente, chaque Q&A est différent. Mais pourquoi ils ont pris le film, pourquoi ils ont pris Arco, c'est parce que c'était un film que j'ai commencé à un moment donné où le monde allait pas très bien et que j'avais envie de donner un peu d'espoir aux enfants, que j'avais envie de donner un peu d'espoir à leurs parents, que j'avais envie de dire les gars, la science-fiction et nous, on a quand même créé un monde qui est pas très bon pour nos organismes et nos esprits. Et c'est le résultat de beaucoup de calculs et beaucoup de chiffres. Est-ce que ce serait pas le temps de se reposer sur autre chose, sur notre imagination, sur nos sensations, sur notre rapport au monde, sur notre inconscient, qui produit des résultats qui seraient beaucoup plus faits pour nos corps? Voilà, et moi je pense que, je sais pas comment dire, mais le film porte ça. Mais est-ce que, par exemple, Néon donne un brief ou, tu dis t'as pas d'éléments de langage, mais il y a certaines personnes dont c'est le métier justement d'amener le film à certains publics et de lui faire gagner des prix aussi. Non, mais on a une équipe incroyable. On a Ryan Werner qui est quand même un des mecs qui a fait gagner beaucoup d'Oscars. On a choisi aussi Neon parce qu'il y avait Ryan. Mais par contre, moi je leur ai dit, je suis pas un candidat à des élections. Je n'ai pas été formé pour réciter des fiches, et je pense par ailleurs que beaucoup d'autres équipes le font et c'est très bien pour eux. C'est juste que moi j'en suis incapable et que c'est ma faiblesse, mais je pense que c'est aussi ma plus grande force et qu'en vrai, je vois qu'en Q&A, je vois que même sur les tables, ce qu'on fait des tables rondes avec les autres réalisateurs contre lesquels on se bat, je vois que dès que ça sort des sentiers de leur fiche, c'est un peu compliqué, alors que moi c'est là où je suis le plus fort, je pense. C'est que Et puis aussi, ce qui est intéressant, et là c'est parce qu'on s'adresse aussi à un public français, mais on a quand même un appareil critique de base qui est plus fourni qu'ici. Ouais. Ça doit être très paradoxal de, à la fois, être artiste et avoir créé cette œuvre, pas avec l'idée de vouloir gagner un Oscar, mais au moment où tu te retrouves en position de peut-être pouvoir en gagner un, tu dois réfléchir stratégie, tu dois choisir la bonne personne pour potentiellement t'emmener le plus loin possible. Enfin, c'est compliqué de jouer sur ces deux tableaux, parce qu'il y a un aspect là qui ne relève plus de la création du tout, quoi. Oui et non, ça relève plus de la création. Moi, ce que j'ai quand même appris aussi quand en faisant ce film, parce que je suis aussi été coproducteur de ce film, c'est qu'il faut avoir autant d'imagination en imaginant le film qu'en le produisant. Ça, c'est un truc, les mauvais producteurs n'ont pas d'imagination, les bons producteurs ont de l'imagination, trouvent la troisième voie, quoi. En fait, c'est la même chose pour la campagne, c'est juste de produire du jus de cerveau. Et alors, il y a deux méthodes, c'est soit tu mets beaucoup d'argent et tu inondes d'argent, et nous, on peut pas faire ça. Soit tu paries sur la sensibilité, sur l'imaginaire, sur la réflexion. Et il y a quelqu'un quand même qui, je pense, a joué un grand rôle pour Arco, c'est Nathalie Portman. Ouais. En tout cas, ça permet d'attirer un public, justement, qui ne serait peut-être pas allé vers Arco, surtout peut-être un public américain, effectivement, qui n'a pas encore eu l'occasion de voir le film. Nathalie, c'est pareil. Avec mon associé, on a écrit le film pendant 2 ans et demi. On essayait de protéger le film au maximum. On a allé voir des producteurs qui nous ont dit ce film n'existera pas parce qu'ils savaient pas lire un scénario et puis en fait ils savaient pas lire un storyboard non plus. Et en fait avec Félix, on a décidé de mettre toutes nos économies de personnel et tout pour faire une animatique, pour montrer aux gens ce que pourrait être le film. Et au bout de 6 mois, on avait 45 minutes, on n'avait plus d'argent. Et là en fait on a appelé notre agent, Jamie Chamazin. Notre agent, c'est aussi l'agent de Nathalie Portman. Il est venu voir l'animatique, les 45 minutes d'animatique. Il nous a dit je pense que Nathalie va aimer. Le lendemain matin, elles étaient au bureau et elles ont vu les 45 minutes et la seule chose qu'elles nous ont dit, c'est de quoi vous avez besoin. Et nous, on leur a dit, on a besoin que vous nous aidiez à protéger le film jusqu'au bout et à finir l'animatique. Donc, elles ont investi sur l'animatique avant même d'avoir de l'argent extérieur. Donc, en fait, c'est aussi ça, c'est de forcer les gens à croire. Puis, le fait qu'elle soit présente aussi pendant des événements de campagne, campagne, pendant la campagne, c'est énorme. Ça attire de la lumière. Après, c'est toujours ça qui est ça à double tranchant, c'est que nous, on est un film très indé. On est quand même 100 millions d'euros de moins que le film le moins cher contre lequel on se bat. Et elle donne l'illusion qu'on est plus gros que ce qu'on est aussi. Donc il y a un truc de... Ça, tu pourras le couper, par exemple. Parce que ça, c'est de la stratégie. Ok. T'essayes de censurer tes instincts stratégiques ? Tu te dis, on a quelque chose qui est en notre faveur. Et une chose qui est entre notre faveur peut être à notre défaveur. Mais c'est comme tout. Dans nos vies, c'est que nos qualités sont nos plus gros défauts et nos défauts sont nos plus grosses qualités. Enfin, par exemple, quand tu tombes amoureux. Tu tombes amoureux, en général, t'es là genre, ça, regarde, il est libre, tu vois. Et puis, 8 mois plus tard, il est jamais là. Tu quittes souvent la personne avec qui t'es pour la chose qui t'a fait être avec elle. Enfin, c'est hyper compliqué. Il faut tout prendre en compte pour faire quelque chose de cohérent, qui lutte pas contre lui-même,
En fait, il faut créer un système qui n'a pas de Mais maladie auto-immune. T'as eu l'impression pendant la campagne de parfois faire des choses justement ou dire des choses dans lesquelles tu te reconnaissais plus, ou enfin comme là tu viens de dire bah là c'est stratégique donc il faut le couper. Ça t'est arrivé de te dire Bah oui. là enfin ça me ressemble pas, je suis en train de me transformer en machine à vendre un film. Non, parce que c'est toujours sincère, mais des fois ma sincérité elle travaille contre moi. Dans quel sens? Par exemple, j'ai dit dans une interview, parce que j'étais fatigué, parce que je venais de quitter ma famille, que ça se passait pas très bien, que c'était dur et que l'Oscar était pas une fin en soi, bah je me tire une balle dans le pied, quoi. Alors que, bah si, je veux, mais ouais, c'est pas une fin en soi, en fait. Ouais. Et c'est la même chose. Oui, les deux peuvent être vrais, en fait. C'est ça, tu peux en avoir très envie et aussi savoir que si tu l'as pas, c'est pas la fin du monde. Et que même avoir un Oscar, ça peut péter les genoux. Et que, parce que tu te mets un poids sur les épaules et que c'est pas dire ça, c'est être conscient que c'est compliqué. Et moi, je trouve que la nuance, de pas pouvoir dire la nuance des fois, et en fait, c'est pour ça, tu vois, j'arrive même pas à me contraindre. De pas pouvoir dire la nuance. Et pour moi, déjà, une transformation de soi, et j'arrive pas trop, en fait. Je sais qu'il y en a d'autres, ils sont entraînés dans la campagne, ils ont des trainers, des machins, des trucs. Ouais, genre du media training, tu veux dire. Moi, t'as vu, j'arrive pas, quoi. Je glisse tout seul. Et ça, pour le coup, je crois que l'équipe a compris. C'est qu'en fait, ils n'y arriveraient pas. Si j'étais contrôlé, il y aurait rien qui sortirait de ma bouche. Et donc, c'est arrivé que des gens de ton équipe de relations presse voient une interview ou un truc ou un Q&A et disent « Ah, t'aurais pas dû dire ça » ou... Ouais. Ouais, et je leur ai dit, si je peux pas dire ça, j'arrête tout de suite. Et à ce moment-là, ils disent quoi? Ok, ils ont besoin de moi quand même. Ouais. C'était sur un sujet qui touche exactement au film. Et en fait, pourquoi je fais des films? C'est ça la question au fond. C'est pourquoi tu fais des films? C'est quand même pour poser des questions sur l'humanité, c'est quand même pour dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quand même pour dire regardons-nous. Et en fait, tout le film pose une question, c'est la fin de l'imaginaire humain. Est-ce qu'on se dirige pas vers une indifférence et vers une incapacité à rêver le monde, à le penser? Et parce que ça parle aussi beaucoup d'IA, nous atrophie. Et donc, à un moment donné, je disais, si on arrête d'imaginer le monde, si on arrête d'avoir cette capacité d'imagination qui est la plus belle capacité humaine, vraiment, et qui se dissimule dans les moindres recoins de notre vie, quand on fait la cuisine, on a de l'imagination, quand on regarde un nuage, on a de l'imagination, on convoque notre imaginaire. Et j'ai dit dans une interview, j'ai dit, même quand on baise, on convoque notre imaginaire. Si on baise sans imaginer, c'est vraiment déprimant, en fait. C'est mécanique, c'est pas très glorieux, quoi. Et donc, j'ai dit ça. Je m'adressais à des adultes. Il y avait que des adultes dans la salle. J'ai dit ça, il y a eu une sorte de mouvement horrifié de la part de mais il y a eu une réception de la part des journalistes très forte parce qu'ils m'ont dit, mais on n'entend pas ce naturel-là. Et en fait, les gens que j'aime écouter dans les médias sont des gens qui disent ce qu'ils pensent même quitte à avoir tort. Je sais pas comment dire, mais sans essayer de se contrôler, parce que la sincérité est quelque chose qui se fait rare aussi, je trouve. Donc ça veut dire ne pas préparer de discours de remerciement? Alors ça, je suis très mauvais parce qu'en plus, il faut lire un papier. Du coup, moi, je suis pas un acteur, donc j'ai pas le ton. Je sais pas. En plus, j'écris mal. Donc, et puis, je vais pas arriver avec une feuille imprimée parce que ça me déprime. Et puis, préparé par d'autres gens que moi. Et puis, on tremble généralement. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je monte sur scène, j'ai de l'adrénaline, je me mets à trembler. Donc, si je dois lire un papier, ça va être très compliqué. Puis, je pense aussi que justement, la vérité de l'émotion, elle est quand même plus touchante que quelque chose de préparé. Et puis, parce que moi, si je gagne quoi que ce soit, je serais fatalement ému parce que ça a été tellement de sacrifices, parce que ça a été tellement de travail, et qu'en fait, ça va me couper les genoux et que je vais réussir à remercier peut-être je vais oublier les gens qui ont été importants de toute façon, mais par exemple, ma femme peut pas échapper à être la seule à laquelle je penserais à ce moment-là. Tu parlais un petit peu des autres films qui sont dans la même catégorie que toi, contre lesquels tu te bats en employant un vocabulaire martial. Martial. Justement, c'est quoi le rapport avec je me bats pas contre eux, mais je me bats pour mon film. Je trouve qu'on a de la chance, on a une industrie qui va mal. Et d'avoir autant de bons films cette année, c'est quand même Enfin, je veux dire, on a des compétiteurs, c'est chiant de tomber une année comme ça. Enfin, il y a des années où c'était facile de gagner, quoi. Et là, on a cette année, c'est on a des mastodontes et on a des films d'auteurs, genre, hyper bien foutus. C'est pas l'année la plus simple pour faire campagne, mais... Et du coup, quand vous vous croisez, vous jetez un peu des regards en mode... Non, pas du tout. Alors, il y en a qui sont hyper passifs-agressifs, il y en a qui balancent des pics qui ont l'air de ne pas en être. Ça, je ne connaissais pas cette méthode de communication, de t'envoyer une pique qui a l'air d'être un truc sympa. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, je décide de ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce qu'en plus, je suis très mauvais à ça. T'as un exemple de pic Ouais, mais j'arriverais même pas à le reformuler tellement c'était élaboré. Tu sens qu'il avait passé du temps. Non, mais en plus, c'est con, ça a créé du ressenti chez moi, alors que j'étais plutôt enclin à... Et il y a trop de ressenti dans ce putain de monde. Donc, il y a une entente entre vous. Oui, et même, il y a des gens, il y a des compétiteurs avec qui on s'entend très bien.
Maëlys, Yann Chaud, c'était des gens qui étaient dans une année au-dessus de moi au Gobelin. Donc on se connaît depuis qu'on a quand même 19 ans. Tu peux pas passer outre tout ce qu'on a traversé juste parce que t'es face à face dans une arène, quoi. Et puis, par exemple, In Your Dreams, le réalisateur est adorable. C'est vraiment quelqu'un de sincèrement bon. Puis t'as les grands professionnels que c'est pas la première campagne, qui savent très bien, que c'est très agréable de parler avec eux. Mais même la réalisatrice Zélio, adorable. Et puis, il y a les gens qui sont pas sûrs d'eux. Et en fait, c'est les gens qui sont pas sûrs d'eux qui t'envoient un tacle parce qu'ils ont peur, en fait. Ouais, et puis c'est un contexte qui est très stressant, où il y a beaucoup de tension, donc j'imagine que ça peut créer des réactions humaines parfois un peu Et il y a compliquées. aussi beaucoup de fatigue. Il y a aussi énormément de fatigue, et c'est dur des fois de rester... Pour l'instant, j'ai pas encore eu de craquage, mais la cordialité, des fois, je sens qu'elle est difficile pour moi, chez moi, à conserver, parce que une fois, j'ai dormi 2 heures en 90 heures. Ah ouais. Et là, Wow. au bout de 90 heures, franchement, t'es éclaté, quoi. C'est dur d'être confronté à 40 personnes et à vraiment être sympa, et là, c'est dur. Parce que là, Surtout quand on te sort des conneries ou des vacheries. Parce que quand même, c'est étonnant. Et ça, mais il y a quand même des gens qui viennent te dire, j'ai pas aimé ça. Ça, franchement, t'aurais pu faire ça comme ça. Et t'es là, genre, waouh, alors attends, comment je vais faire? En plus, moi, je suis assez entier, donc en général, j'ai... une droite directe. Non, pas une droite, mais je montre que Alors, soit j'essaie de montrer pourquoi j'ai fait ça prend 10 minutes. Soit j'essaie d'éluder et de poser une question agréable qui casse le système, mais quand j'ai pas la force de poser cette question, de rebondir sur l'autre et en fait de le ramener à lui-même, c'est compliqué. Ouais, ça doit être hyper intense. Enfin, même socialement, ça demande des compétences en fait que tout le monde n'a pas ou qu'il faut apprendre à développer. Je pense que tout se développe. C'est Ouais. des muscles. Comme un sous-marin, si tu descends trop vite, t'exploses, t'imploses. Et donc, il faut y aller par paliers, il faut y aller doucement. Il faut apprendre à appréhender la pression du monde extérieur. Et quand tu remontes, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, là, je suis encore sous pression, mais je sais qu'après mars, là, je vais devoir remonter à la surface et que si je remonte trop vite, mes poumons ils vont collapser et je vais claquer. Et donc, c'est comme en plongée, il faut apprendre à remonter tranquillement. C'est une préparation. Et tout ce que tu as fait avant te prépare à ce moment-là où tu arrives et tu es prêt pour les pressions extérieures et puis pour ta pression intérieure aussi à toi, et donc à moduler et à te protéger tout en étant ouvert. C'est des gros sujets. Ouais, j'ai l'impression que c'est une préparation olympique en fait. Enfin, c'est... Ouais. Et puis c'est comme l'autre, là, le nageur, là, qui... après, tu fais une pause parce que sinon, en fait, tu te tues. Et aussi, on te demande... alors, quand est-ce que c'est reparti? Et tu fais, D'abord, je vais me reposer un peu. Et c'est les mêmes personnes qui te demandent d'être aussi actif là, donc c'est intéressant. Et donc là, juste pour que les auditeurs se représentent bien, ton quotidien depuis que le début de la campagne a démarré, ça ressemble à quoi? C'est quoi la fréquence en fait des Q&A, festivals, cérémonies C'est tous les jours différents. Tu sais jamais ce que tu vas faire. T'as des interviews qui sont calées au dernier moment. Tu prends l'avion. Alors on te dit, tu vas prendre l'avion, tu vas sortir de l'avion, tu vas aller à tel événement. Donc tu prends l'avion à Paris le matin, tu arrives à Los Angeles, tu es dans le taxi, tu te changes dans le taxi, tu arrives à un Q&A, tu ressors du Q&A, tu vas essayer de dormir, t'appelles ta famille s'ils sont réveillés, tu essayes de dormir, tu t'endors pas, tu t'endors à 1h du matin, tu te réveilles à 4h. Là, pendant 3-4 heures, c'est que tu sers à rien, tu t'essayes d'écrire des mails parce que tu t'essayes de quand même... Et puis moi, j'ai une boîte, donc j'ai tout qui continue à fonctionner, donc j'essaye d'avancer là-dessus. Ça dépend aussi des phases de trucs. Par exemple, il y a une fois, avec Nathalie, on a fait 8 heures non-stop de journaliste. Ouais. Après, j'ai eu un blocage ici, je pouvais plus respirer, donc je suis allé à l'hôpital. Waouh. Parce que j'étais dans une mauvaise position. Puis parce que je m'étais tapé l'avion la veille. Enfin, bon. Et donc, des fois, tu vas à l'hôpital. Des fois... C'est sérieux quand même comme rythme. C'est sérieux, ouais. Et ouais, t'as tout le temps quelque chose à faire. T'as un déjeuner, t'as un truc. Et c'est erratique. C'est imprédictible. Par exemple, là, je devais avoir 10 jours avec ma famille. Il m'avait pas dit, non, il va falloir que tu reviennes au bout de 3 jours, que tu fasses ça et ça. Faut que tu fasses le tour des États-Unis parce que sinon, on peut pas avoir ça et ça. Et donc, moi, ma famille, il faut que je les appelle. Je dis, en fait, je vais devoir repartir. C'est dur. C'est de la négociation aussi avec les familles. C'est de la négociation. Et puis, il y a un sentiment de plus appartenir. Et soit tu essayes de contrôler. Et c'est très dur. Soit tu te dis, c'est une phase et je maîtrise plus rien. La seule chose que je maîtrise, c'est ma parole et voilà. Et c'est pour ça que je comprends pas les gens qui, en plus, font des choses préparées. C'est que du coup, ton libre arbitre, et le plaisir c'est quand même de réfléchir et d'avoir des interactions qui m'intéressent. C'est pas simplement d'être un jouet qu'on emmène à droite à gauche. Mais je comprends de plus en plus la chanson de Britney Spears, A Piece of Me. Ça, elle est géniale, cette chanson.
Non, mais c'est vraiment passionnant. C'est quoi le moment le Ah bah plus là, tu sauras tout. Hein. Ah ouais, non, mais j'adore. Enfin, en fait, c'est tellement complexe. Le nombre de questions, en fait, que tu dois te poser, j'imagine, en permanence, que ce soit créativement, socialement, stratégiquement, financièrement. Ouais, parce que ça aussi, je sais pas si les gens en parlent, mais on n'est pas payé pour faire tout ça. Donc moi, ça fait 8 mois depuis Cannes, en fait. Et moi, ma femme, elle a dû arrêter pour que je puisse... Enfin, voilà, on peut pas, pour que je puisse faire le film déjà. Et puis, en fait, moi, je pensais que j'avais fini, mais en fait, il y a la campagne. Et donc, pendant le film, j'ai gagné ma vie. Mais là, ça, c'est aussi un autre facteur compliqué, c'est qu'il faut être structuré économiquement pour pouvoir tenir... Et le voir comme un investissement, j'imagine, même financier, parce que c'est à perte maintenant, mais potentiellement, s'il y a des résultats positifs, ça aidera plus tard, quoi. Exactement. Le moment le plus fou de la campagne, c'était quoi? Pour l'instant? Ouais. Franchement, je suis un mec de l'habitude et du normal. Je sais pas, c'est peut-être quand on est allé à la plage avec Félix, quoi. C'est genre ça, c'était bien. Ouais. D'avoir un moment de normalité dans... Ouais, d'être avec quelqu'un avec qui tu bosses depuis longtemps et d'aller juste mettre les pieds dans l'eau et regarder le soleil qui se couche. Ça, c'était le moment le plus fou, je crois. Bah, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode hors série d'Anaïs se fait des films spécial Hollywood, mais pas la fin de ma couverture de la Award Season, puisque les Oscars auront lieu ce dimanche 15 mars. Et comme tous les ans, je vais faire nuit blanche pour regarder la cérémonie. Mais il y a une petite différence cette année, puisque je serai en direct sur Twitch, accompagnée de Jennifer Padjemi et Florian Kess, qui sont 2 journalistes et aussi 2 bons amis, pour commenter tout ça en direct. On se retrouve donc le 15 mars à 23h sur Twitch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Et vous pouvez également suivre toutes mes aventures sur le compte Instagram Anaïs se fait des films. À très vite. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.